Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr et aujourd'hui j'accueille Selma Paiva dans une interview dans laquelle elle va nous expliquer ce qu'elle fait, comment elle aide les entrepreneurs à booster leur entreprise, pourquoi elle a écrit un livre qui s'appelle Internet est une table pour deux et elle va aussi nous donner des conseils pour les e-commerçants afin de bien négocier le virage qu'Internet est en train de prendre en ce qui concerne la communication entre les clients et les entreprises. Voilà, c'est parti. Bonjour, je suis avec Selma Paiva. Qui aide les entrepreneurs à mettre en place des stratégies pour améliorer leurs résultats. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu fais en détail? Je m'appelle Selma Paiva et vous pouvez me retrouver sur selmapaiva.com. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne des entrepreneurs qui ont déjà leur activité et une activité en ligne généralement, et je les aide à mettre en place des stratégies de contenu essentiellement. Ça peut être aussi des stratégies d'activité pour se démarquer davantage, pour vendre mieux, donc grâce à leur contenu, c'est-à-dire leur mail, leur blog et leur page de vente, leur descriptif produit. Le but, c'est de faire mieux, tu vois, d'avoir plus d'impact avec ce qu'ils ont déjà et de travailler moins aussi, parce qu'on sait tous que c'est les semaines qui sont trop chargées au point, on arrive à un moment au point où si on veut continuer à se développer, à mettre en place de nouvelles idées, etc., c'est juste pas possible de continuer comme ça a été pendant un moment, mais là, on sent qu'il faut s'y prendre autrement. Ouais, d'accord. Donc voilà, peut-être voir leur stratégie, voir ce qui va pas, et leur proposer d'autres choses pour gagner en efficacité en fait. Oui, et des fois, tu as peut-être eu cette expérience-là. On est très content, en fait, pendant un moment de ce qu'on a fait intuitivement seul, du produit, de service, la prestation qu'on a développé. Ça se passe bien, ça nous plaît. On arrive à un moment où on sent qu'on a besoin de changer. Ça peut être pour plein de raisons. C'est pas forcément qu'on a besoin de changer la manière de le dire. Ça peut venir d'autres choses. Ça peut venir du fait que, comme tu me le disais tout à l'heure, des fois au bout d'un moment passer sur un certain service, un certain produit, une certaine prestation, on peut se dire j'en peux plus, faut que je fasse à autre chose. Et on peut avoir du mal à se décider seul. Tu vois, parce que mettre de côté un produit, un service, une prestation, se dire ça je laisse tomber, ou ça je garde. Ça, je ne sais pas quoi en faire, ou ça, je vais le compiler avec telle autre chose, ou je vais le transformer de telle ou telle manière, et faire ça de manière cohérente, donc que ce soit cohérent avec tes objectifs de salaire derrière, avec ton business model, avec ton positionnement, avec ta clientèle, etc. C'est pas forcément évident d'y voir clair seul. Donc avec mes clients, on peut travailler leur comme je te disais, c'est-à-dire leur contenu, mais aussi leur stratégie d'activité. En revanche, la stratégie d'activité, ça je le fais pas via des formations, uniquement via de l'accompagnement, tu vois, premium en individuel, où je fais vraiment ça au cas par cas et pas à pas avec eux. D'accord, et donc comme tu disais, tu as à la fois des formations et à la fois du coaching en direct avec les clients. Voilà, le coaching c'est plus long, ça met bien 3-4 mois parce que je ne fais pas que structurer la stratégie avec eux. Je la mets en place avec eux, donc je la fais, on travaille ensemble sur l'application qui se fait avec moi. Donc ça prend un moment, une fois que la stratégie est décidée, de vraiment arriver jusqu'à l'aboutissement, à la conclusion de cette stratégie-là, qui peut être investie après. Les formations, elles par contre c'est plus court, c'est plutôt prévu sur de 3 à 4 semaines généralement. D'accord, ok. Et donc, alors aujourd'hui, je t'interviewe parce que tu as écrit un livre. Alors moi j'avais une question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre? Parce qu'on écrit déjà du contenu sur nos blogs, etc. Et à un moment, on n'a plus le temps d'écrire du contenu sur nos blogs et se lancer dans un livre, faut être motivé quand même. Ah oui, c'était un sacré défi. D'ailleurs, je n'ai pas publié sur mon blog, tu vois, pendant les semaines que j'ai consacrées à l'écriture du livre. Je voulais vraiment arriver au bout. Écoute, écrire un livre, c'est sûr que personnellement, c'était un rêve de gosse. Et puis, en plus, un blog, j'en avais déjà, j'en ai un. Un blog, c'est génial. Mais, tu vois, pour quelqu'un qui lit un blog, la différence, c'est que l'approche, elle est plus structurée, tu vois, dans un livre. Et là, c'est un livre qui structure une certaine approche du marketing. Il y a plein de conseils dedans. Et je pense que le format du livre, c'est plus facile de les retrouver, de les appliquer, de les relire. Tu vas réfléchir, passer à l'action à partir d'un livre qu'à partir du blog. Et donc, c'est un livre qui fait à peu près, tu vois, 150 soit 60 pages. Donc, un entrepreneur qui veut aller droit au but, là, il va prendre environ 2 heures. Il peut lire ça d'une traite. C'est pas pareil sur un blog. Je crois que finalement, en 1 heure ou deux sur un blog, tu vas
plus tu vas cliquer à droite, à gauche et moins te faire une idée rapidement. Tu vas avoir besoin de plus de temps peut-être pour passer à l'action par rapport à un livre. Je pense voilà, que sur un blog, il va peut-être toujours manquer quelque chose, alors que sur un livre, voilà, c'est plus structuré, il y a des conseils pour chaque chapitre, c'est plus facile de passer à l'action. Ouais, et puis comme tu le dis, sur un blog, enfin voilà, on écrit un petit peu, je vais pas en dire comme ça vient, mais voilà, il n'y a pas forcément toujours un suivi entre chaque article, les uns derrière les autres. Et c'est vrai que si on veut avoir une vue globale de tout, tout reclasser dans un bouquin, c'est quand même plus simple pour la personne d'aller lire le livre en entier, quoi. Oui, maintenant, quand même, il y a 98%, je pense au moins, du contenu du livre qui ne se trouve pas sur le blog. C'est vraiment un contenu exclusif parce que c'est en écrivant sur mon blog, en travaillant avec mes clients, j'avais ce message qui montait, et le titre et la trame, je l'avais depuis longtemps. Et là, vraiment, avec tout ce qui est en train de changer sur le web et ça s'accélère, je voulais aussi que plus de personnes aient accès à mes conseils. Donc j'ai vraiment voulu écrire ce livre parce que une formation, un accompagnement, c'est un investissement, ce qui n'est pas le cas d'un livre. Un livre, c'est vraiment très abordable et je veux permettre au plus d'entrepreneurs possible, à le plus d'entrepreneurs possible, de comprendre ce qui est en train de se passer en ligne et comment prendre ce virage-là. D'accord. Et justement, tu dis le titre du livre, tu l'avais, donc c'est Internet est une table pour deux. Moi, j'avais un petit peu peur d'avoir des recettes de cuisine, ce qui est pas trop mon truc. Finalement, c'est pas ça. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous dire de quoi parle le livre globalement? On n'est pas si loin de la recette de cuisine. On parle d'ailleurs pas mal, tu vois, de recettes, de formules pour vendre en ligne. Il faut tel outil, il faut telle méthode. Et ouais, c'est une approche qui me... J'ai vraiment du mal parce que j'ai envie de dire, bah non, tel outil, telle méthode, pas forcément. Ça dépend de qui tu es, ça dépend de ce pourquoi, en 2 mots, tu veux être connu, ça dépend de tes objectifs, de ta clientèle. Ça dépend en fait de tellement de choses que justement je voulais décortiquer ces ingrédients-là, qui sont des ingrédients importants, pour que chacun puisse faire sa cuisine à lui. Donc il n'y a pas de recette, mais c'est quand même un peu une histoire de cuisine. D'accord. Ouais, c'est comment lier les bons ingrédients ensemble, mais c'est pas forcément un step by step, t'es pas étape par étape, tu dis pas faut faire ci, faut faire ça, mais t'expliques ce qui ne marche pas forcément et ce qui peut marcher. Oui, mais de manière très pragmatique, hein, très concrète. Donc c'est pas une recette, dans le sens où chacun va en tirer là vraiment un résultat différent. Chacun va trouver sa recette à lui pour mieux communiquer avec ses clients et mieux vendre, de sorte que ça lui plaise à lui et que ça leur plaise à eux, à ses clients. Hmm. Et alors, dans ton livre, justement, alors, je pense que, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Tu as envie aussi que les gens ouvrent un peu les yeux sur certaines choses. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et tu parles notamment l'économie du et. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Effectivement, si je veux aider les entrepreneurs à s'y prendre autrement en ligne, c'est que la donne a changé. Alors l'économie du et, c'est quoi? Déjà, on va repartir sur l'autre économie, l'économie précédente, parce que ces dernières années, ces dernières décennies, en fait, on était dans l'économie du ou. Donc être ou avoir. Donc soit tu fais des affaires, soit tu es honnête. Ou bien je gagne de l'argent, ou bien je suis utile. Ou bien j'achète peu et je suis quelqu'un de bien, ou bien je suis dans la surconsommation et j'alimente cette économie cette société de consommation. Et on a passé des décennies là-dedans, on a passé des décennies dans la consommation de masse, et au niveau vente, au niveau com, on a passé aussi des décennies dans la communication de masse. Et tous azimuts, on est vraiment arrivé à un ras-le-bol généralisé par rapport à ça, tu vois. On se dit stop, c'est plus possible. On a assez de recevoir autant de publicité, autant de promos. On en a assez aussi de trop consommer. Donc c'est pas qu'on veut faire moins, c'est pas qu'on veut consommer moins, c'est qu'on veut faire mieux. Et on veut qu'il y ait du sens à tout ça. Et ça, c'est l'économie du et. C'est être et avoir, c'est vendre et s'épanouir, c'est acheter et s'épanouir. Et on est devenu à la fois des idéalistes, un peu, et à la fois très pragmatiques. On est des pragmatiques qui veulent plus se laisser avoir par les discours commerciaux dans le mauvais sens du terme, tu vois. Ouais, ouais, oui, dans ton livre, tu parles justement de être. Et c'est vrai que, enfin, moi, quand j'ai lu ton livre, ça m'a vraiment parlé. C'est pour ça que je te proposais l'interview, parce que
d'un sens, quand on achète quelque chose, on a envie d'obtenir l'objet, mais en fait, on a envie, c'est pas qu'il nous soit utile ce que je veux dire, mais c'est qu'il nous amène plus loin, en fait, qu'il nous amène à quelque chose. Qu'on devienne éventuellement, qu'on puisse avoir plus de temps en achetant cet objet-là pour pouvoir faire quelque chose d'autre qu'on a vraiment envie. C'est plus acheter, comme tu le dis, acheter pour obtenir simplement le truc et puis le garder, plus l'utiliser. Et inversement, au niveau du vendeur, du moins c'est ma démarche à moi, c'est que j'ai pas envie de vendre un truc pour que les gens me l'aient acheté et c'est tout. J'ai envie de vendre un truc pour qu'ils l'utilisent et que ça fonctionne pour eux en fait. J'irai même plus loin que ça, mais dans l'état actuel, pour moi c'est pas possible. À la limite, j'aimerais bien pouvoir distribuer gratuitement le truc pour que les gens puissent l'obtenir, voilà. Maintenant, voilà, on est dans un monde où on a quand même besoin de gagner de l'argent. Je dis pas, si je gagne suffisamment d'argent, peut-être que je pourrais proposer des choses gratuitement. D'ailleurs, en fait, toi comme moi, on propose déjà des choses gratuitement. C'est ce que j'allais te dire. Le commerce, c'est un échange de valeurs. D'accord ? Et nous, on est dans une économie. On habite dans une économie. Donc, il y a une partie de cette valeur qui va être échangée sous forme d'argent. C'est pas bien ou mal, c'est juste comme ça. Il y a une partie de la valeur qui est représentée comme ça. Et aujourd'hui, toi comme moi, la plupart de ce qu'on fait, la plupart de la valeur qu'on donne, on ne la donne pas en échange d'argent. On fait ça gratuitement sous forme de vidéos, d'articles, de blogs. D'accord ? Il y a beaucoup de ce qu'on fait, on le donne. Ensuite, il y a une partie aussi de notre travail, on fait payer, puisqu'on habite dans une économie, on vit dans une économie, et on a envie d'être fier de tout ça. On a envie d'être fier de ce qu'on vend et on a envie que nos clients aussi soient fiers de leurs achats. Pas que ce soit un achat impulsif. Tu vois, on n'a pas envie d'être la mauvaise expérience dont on se rend compte, dont on prend conscience le lendemain matin. Et c'est important aussi, dans l'économie du « et », c'est qu'on est tous les clients de quelqu'un d'autre. Et on avait oublié ça dans l'économie du « ou ». Et quand on achète, tu vois, on achète un objet, un produit, un service pour ce qui va changer via cet achat-là. Ça va se traduire en temps gagné, ça va se traduire peut-être en ressenti. Par exemple, si tu achètes de la déco, c'est pour le ressenti que tu as quand tu rentres chez toi ou quand tu passes une soirée chez toi, un week-end chez toi ou quand tu reçois chez toi aussi. On achète aussi pour le ressenti. Si tu achètes du prêt-à-porter, par exemple, tu achètes des vêtements, c'est pour ce que tu vas ressentir quand tu vas les porter avec telle ou telle personne ou dans telle ou telle situation, d'accord ? Ou de telle et telle manière. Et on achète aussi par rapport au message qu'on a envie de faire passer, au message qu'on est en train de faire passer. Et ça, c'est un peu plus difficile à comprendre. C'est un peu plus difficile à comprendre quel est le message que nos clients à nous veulent faire passer. Mais c'est tout à fait possible, c'est ça qui est bien. À partir du moment où on s'intéresse à ses clients, on s'intéresse à son client quand il achète un certain type de vêtements, d'objets, de formation, de services. Et ça, je donne vraiment des conseils concrets par rapport à ça dans le livre. Parce qu'il y a un message derrière un achat. C'est donc un message qui est plus subtil, mais c'est un message qui dit, toi client, qui tu veux devenir en faisant cet achat-là. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ligne dans le type d'activité qu'on a, toi comme moi, c'est que tu vas travailler, former, vendre en ligne, ça amène un type de vie derrière, il y a un certain type de liberté derrière. Et c'est pas que pour les services, ça se passe aussi comme ça pour les produits physiques. Et c'est un peu l'exemple facile, mais Apple, tu vois. Apple, quand tu achètes un produit Apple, tu dis quelque chose. Par rapport à la version, une vision, tu vois, du commerce, une vision du design, une vision de la vie aussi. D'ailleurs, si tu regardes les premières pubs d'Apple, c'est vraiment hyper intéressant de voir comment est-ce qu'ils mettaient les pieds dans le plat, tu vois, comment est-ce qu'ils se revendiquaient par rapport à Microsoft, par rapport à IBM, ou ce qu'ils disent, c'est on est les rebelles. Nous, on veut faire différemment. On croit que la vie, ça peut être ça, que le design, ça peut être ça. Et c'est ce message-là qu'ils font passer via leurs produits. J'ai vu une vidéo sur la chaîne TED, je sais pas si tu connais, et c'est une des meilleures vidéos, des plus vues j'ai oublié son nom, Ivan, je crois, quelque chose comme ça. Il explique en fait, justement, il prend l'exemple d'Apple et de Martin Luther King, tout ça. Il explique qu'en fait, les entreprises, les visionnaires, ceux qui fonctionnent vraiment et qui font un marketing différent et justement qui sont moins dans le marketing de masse, en fait, ce qu'ils vont développer avant tout le produit, avant la publicité, tout ça, c'est le pourquoi ils développent les choses, de façon à ce qu'il y ait des gens que les personnes qui sont en accord avec ce pourquoi, en fait,
où l'entreprise veut aller, ces gens-là veulent aller dans la même direction. En fait, du coup, c'est beaucoup plus simple de vendre à ces gens-là parce que il y a une symbiose en fait, aussi bien entre l'entreprise, les produits que les gens, que les acheteurs. C'est ça. Et ça revient à ce que je disais dans le livre, on n'est plus dans la vente et dans l'économie produit. On est vraiment maintenant dans la vente et dans l'économie client. C'est-à-dire ton client, à travers ce que tu lui vends, qu'est-ce que tu changes pour lui ? Et du coup, à travers cette transaction-là aussi, qu'est-ce qu'on va changer ensemble ? Qu'est-ce qu'on est en train de construire ensemble ? Donc pour revenir à Apple, tu vois, à travers sa vision de la technologie et du design, Apple a vraiment construit quelque chose de nouveau pour ses clients. Et c'est pas juste que maintenant on a un bel ordi et un beau téléphone. D'accord ? Les outils créés par Apple, ils nous ont changé, nous, en tant qu'individus, on n'est plus les mêmes. Et tu vois, je sais que pour moi, avec mes clients, moi, je les accompagne dans une nouvelle version du commerce. On est dans le... Et c'est important, pourquoi ? Parce qu'on est dans le vivre mieux, dans l'être mieux, dans vendre mieux. Et quand on trouve ça, quand on trouve cette alchimie-là, on trouve pourquoi on fait vraiment les choses. Nous pour nos clients et eux pour les leurs, parce que toi comme moi, nos clients ont des clients, donc ça fait ricocher. Et c'est beaucoup plus épanouissant pour nous en tant que vendeurs, pour nos clients en tant que clients, et par ricochet pour les leurs de clients. Et c'est pour ça que je voulais écrire ce livre, tu vois, avec des conseils bien concrets, parce que ça fait un peu, tu vois, philosophie, et puis c'est joli de se dire, viens, on va changer le monde, mais concrètement, on fait comment, tu vois, on commence par quoi, et après, on fait quoi ? Ok, donc dans ton livre, tu nous expliques que d'après toi, le Web 2.0 est un échec et qu'il faut passer au Web 3.0. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le Web 2 est un échec et qu'est-ce qu'on peut faire pour passer au Web 3 et justement que ça fonctionne ? Alors d'ailleurs, il y a un lecteur super sympa qui m'a dit en fait, il y a plein de définitions du Web 3.0. Alors je ne savais pas, donc voilà, vraiment parler de la mienne. Personnellement, le Web 2.0, c'est quoi ? C'est que déjà, tu sais, on avait le premier web, où en gros c'était des sites statiques. Puis d'un coup, il y a la conversation qui a commencé à arriver avec les premiers réseaux sociaux, etc. Mais c'était quand même, on communiquait dans un sens, quoi. Donc si on parle de vente, c'est-à-dire que toi tu vends, puis tu dis, en gros, écoutez-moi, achetez-moi, et voilà mon super produit. Mais sauf qu'on était séduit par cette opportunité que le web offrait avec cette fenêtre, tu vois, qui est ouverte sur le monde, et potentiellement tu es en train de parler et tu as 5 millions de personnes devant, donc c'est un peu miroir aux alouettes. On a été un peu ébloui par ça, parce que du coup, on avait toujours vendu en physique, et on a complètement oublié comment ça se passait en physique. Tu rentres dans une boutique, tu passes devant une boutique, on ne te dit pas, regardez-moi, achetez chez moi, c'est vachement bien, ça marche pas comme ça, on n'a pas de choses à dire, tu vois, on peut discuter, peut-être, on va voir, voilà. Et du coup, c'est pour ça que le Web 2.0, ça a marché, parce qu'à un moment, on a tous été séduits par là, mais ça ne marche plus, en tout cas, ça ne va bientôt plus marcher, c'est déjà sur le déclin, parce que c'était, comment dire, c'est une attitude qui est héritée de la consommation de masse et de la communication de masse, et que c'est fini ça. On veut plus, et on veut plus tous azimuts. Je veux dire, on veut plus appeler des entreprises, tomber sur les répondeurs automatiques, appuyer sur 1, 2, t'arrives à avoir personne. C'est saoulant, mais c'est saoulant en ligne aussi, quoi. En ligne, tu as envie de savoir quand tu achètes quelque chose, et quoi que tu achètes, un des premiers trucs que tu vas regarder, c'est la page à propos. Et franchement, même si c'est des chaussures, même si c'est un micro, même si c'est un livre, enfin quoi que ce soit, produit, service, prestation, si tu sais qui est derrière et que tu as une connaissance de voilà qui est cette personne-là et pourquoi elle fait ça et qu'est-ce qu'elle a envie de changer pour toi, tout de suite ça amène autre chose dans la relation commerciale. Et le Web 3.0, c'est ça, c'est-à-dire que ça va plus dans un sens, c'est vraiment l'ère de la connexion, quoi. D'accord, c'est pas pour toi le Web 3.0, c'est pas des nouveaux outils, c'est utiliser différemment les outils du Web 2.0 en fait. En fait, c'est un peu le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de nouveaux outils qui sont arrivés et on les utilise et c'est génial, y compris pour communiquer mieux et vendre mieux parce qu'il y a des nouvelles possibilités qu'on n'avait pas avant. Mais c'est surtout qu'en utilisant tout ça, on a changé. Je ne sais pas pour les personnes qui ont la vingtaine maintenant, mais ceux qui ont passé les 35 ans, comme moi, on n'a pas grandi avec ça. Et je trouve qu'on est vraiment
une génération, donc en tout cas je pense au moins pour ceux qui ont plus de 25-30 ans, qui a vraiment appris à s'ouvrir avec Internet en fait, et à devenir beaucoup plus tolérant et beaucoup plus flexible et beaucoup plus facile d'accès. Tu vois, quand on était étudiant, au début, aller sur les réseaux sociaux, c'était un peu... t'avais toujours dit de ne pas parler aux inconnus, quoi. Tu vois, maintenant, c'est vraiment une autre manière de voir les choses. Même un produit, maintenant, tu veux l'acheter, tu peux lire 40 retours, tu vois, clients. Enfin, on devient beaucoup plus informé, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus flexible. Et du coup, on n'a plus envie que ça se passe comme ça, la manière qu'on nous vende des choses. On a envie de participer, on a envie de dire oui, non, merde, parfois. On a envie de pouvoir communiquer avec les autres personnes qui soit sont dans le design du produit, soit dans l'utilisation. Et c'est vraiment du coup une autre utilisation d'Internet où c'est pas juste la transition numérique au niveau des outils, c'est qui ces outils nous ont permis de devenir. C'est vraiment utiliser Internet plus intelligemment pour que l'échange soit pas, comme tu dis, juste, on va dire, achat-vente, mais soit plus un échange, une discussion en fait, vraiment discuter via, ça peut être Twitter ou comme tu dis, les commentaires sur des fiches produits ou des choses comme ça, et donner son avis, et a priori, donc en tant que client, donner son avis, et surtout en tant que vendeur, écouter les avis des clients et en tenir compte. Quoi. C'est ça, c'est-à-dire que pour parler par image, tu vas dans le web 2.0, on voit le web comme un haut-parleur, et qu'aujourd'hui, c'est pas que ça ne nous permet pas de parler à plus de personnes. Ok, c'est génial, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on le voit comme un stéthoscope. C'est-à-dire que c'est vraiment le web, c'est notre laboratoire à nous en tant qu'entrepreneurs. C'est là qu'on peut vraiment être en contact avec ses clients, qu'on peut les écouter, qu'on peut les analyser, et pas genre pour avoir pas type Big Brother, tu vois, mais j'ai vraiment dire qui est la personne à qui j'ai envie de vendre mon produit. Est-ce que je la connais vraiment? Est-ce que je lui propose vraiment ce dont elle a besoin? Et cette idée-là que j'ai, est-ce qu'elle va la valider ou pas? Si elle l'utilise, ça va marcher pour elle ou pas? Et si je lui présente, peut-être qu'elle va pouvoir m'aider à l'améliorer. Et du coup, au lieu que les clients soient en fait le dernier maillon, tu vois, au bout de la chaîne de création d'un produit ou service, on va partir de l'idée, on va aller écouter les clients, valider avec eux et élaborer au fur et à mesure. Je crois que c'est ce que tu intègres d'ailleurs dans ta propre démarche, on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire avec. Après, j'essaye de. Il y a toujours le côté gestion d'un gros groupe de clients, on va dire. Alors quand je dis gros groupe de clients, voilà. Disons que communiquer avec les gens c'est bien, mais ça reste très vite limité si on fait ça. Voilà, si on fait juste envoyer des mails à la main, manuellement, etc. Moi, je pense, j'essaye d'utiliser des outils de sondage ou des choses comme ça. Et après, voilà, si j'ai besoin de faire une introspection un peu plus profonde sur certains clients, je vais les contacter directement. Mais je suis pas non plus dans la démarche où je vais contacter chaque client un par un, etc. Parce que pour moi, c'est pas réalisable, ça l'est pour peu de gens. Non, ça l'est pour personne, mais c'est ça qui est bien justement, c'est qu'en fait, le web nous donne des outils pour faire les choses. En fait, pour faire les choses à l'ancienne, repartir vraiment sur le commerce, tu veux, à l'ancienne, où il y avait la conversation, la relation qui était importante, mais beaucoup plus facilement, puisque justement maintenant, on a tous ces nouveaux outils, tu vois, pour faire les choses plus vite et pas forcément, tu vois, manuellement. Par exemple, le mail, maintenant, tu peux envoyer, ça va te prendre le même travail de l'envoyer le mail à 5 personnes ou à 5000. Moi, j'essaie d'utiliser ça comme ça pour savoir à l'avance et je l'ai fait au début, sortir des produits qui ne fonctionnaient pas et puis se rendre compte pourquoi ils ne fonctionnent pas, parce que personne n'en veut, ça intéresse personne. Alors que si justement tu prends un peu de temps d'écouter tes clients et de voir ce qu'ils ont besoin, tu vas sortir tout de suite le bon produit et que tu vas améliorer au fur et à mesure des feedbacks que tu obtiens. Enfin, du moins, et je trouve que tu as raison, il y a pas mal de gens qui vont de plus en plus dans ce sens-là, et c'est ce que tu expliques aussi dans ton livre, que voilà, écouter le client, c'est pas juste pour être sympa avec le client, on va dire, c'est aussi une démarche intelligente pour un entrepreneur, parce que c'est une économie de temps, d'argent, et voilà, ça élimine tout de suite les mauvaises directions en fait. Oui, et puis comme on disait au début, c'est l'économie du et. C'est-à-dire, ok, je veux moi en tant qu'entrepreneur avoir plus de liberté, je veux développer mon entreprise, je veux vendre à mes clients et je veux vraiment les aider. Et si on veut vraiment les aider, ça implique à la base cette position, tu vois, d'humilité, où au lieu de se dire voilà, j'ai des super idées, je vais les développer et tout le monde va adorer, non, j'ai des super idées, mais je vais avoir
l'humilité de les tester auprès des personnes concernées. Et c'est ça qu'Internet rend vraiment facile aujourd'hui parce que, tu vois, moi j'étais dans le marketing avant, dans une vie d'avant, et quand on faisait des panels de clients, tu vois, en études qualitatives, c'est laborieux d'aller chercher, tu vois, 7 fois 12 personnes, de tout préparer, et puis bon, les données sont à prendre avec des pincettes. Et aujourd'hui, je ne me souviens plus de la statistique exacte, mais elle est dans le livre parce qu'il y a des personnes qui ont calculé ça. En échangeant avec 10 clients sur Skype, tu vois, autour d'un café, ça peut être des gens que tu as rencontrés sur les réseaux sociaux, tu as ciblé comme étant des clients potentiels, tu récoltes 80% des informations que tu récoltes avec 80 personnes en études de marché, en marketing qualitatif. Donc, tu vois, le gain de temps... Ouais, tu gagnes du temps et puis tu le fais, comme tu dis, sur Skype, donc en termes de logistique, c'est très simple. Donc oui, c'est un temps, comme on dit, du temps et de l'argent d'économiser pour des meilleurs résultats. Pour de meilleurs résultats, c'est ça. Ok, alors comme je te le disais avant l'interview, moi mon cœur de cible c'est les e-commerçants. Alors j'ai quelques questions qui vont les cibler plus précisément. Déjà, est-ce que dans tes clients en formation ou en coaching, est-ce que déjà tu as des e-commerçants ? Oui, j'ai eu, par exemple, j'ai en tête une cliente, et des fois c'est un mix, parce que il peut y avoir, j'ai une cliente par exemple qui fait de l'événementiel, donc elle peut à la fois faire de l'événementiel où c'est elle qui va vraiment organiser la totale d'un baptême par exemple, tu vois, ou d'un mariage, ou tu peux opter pour une autre option qui va être, c'est pas elle qui va l'organiser, mais tu vas choisir toi les différents éléments, tu vois, dans sa boutique, pour toi faire ta déco. Je crois qu'elle utilisait PrestaShop d'ailleurs. J'ai eu plusieurs personnes comme ça, effectivement. D'accord. J'ai un autre exemple, s'il me revient, je te le redis, j'ai eu plusieurs personnes en tête, c'est celle-là qui est restée. Alors, du coup, voilà, moi, il y a beaucoup d'e-commerçants qui se lancent et bon voilà, ils se lancent peut-être un peu prématurément dans la mesure où on leur dit que lancer un site e-commerce c'est facile, ça se fait en 5 minutes, et c'est pas faux parce que voilà, en 5 minutes on peut maintenant avec des solutions comme PrestaShop, ils ont une solution tout en ligne où tu remplis 3 formulaires et tu as créé ta boutique en ligne. Mais voilà, maintenant le e-commerce ça s'arrête pas à ça. Est-ce que tu as des conseils par exemple qu'on peut donner à un e-commerçant qui aura besoin de se faire de ressortir en fait du lot, parce que voilà, il y a un nombre de e-commerçants qui se lancent énorme tous les jours et ça devient difficile quand on est petit, qu'on n'a pas forcément énormément de moyens. Est-ce qu'il y a une solution qui permettrait de ressortir un peu du lot ? Je crois que justement quand on n'a pas beaucoup de moyens, ça évite de gaspiller plein d'argent, et je te donnerai le lien après si tu veux le mettre avec la vidéo. Il y a un copain, Damien Fauché, qui nous a interviewé, on était 5, c'était un petit peu sur ce thème-là, donc je pense que ça pourrait intéresser tes lecteurs, où la question c'était, imaginez vous devez lancer votre activité, vous n'avez pas de budget, ou je ne sais plus combien il nous avait donné, peut-être 500 euros. Sur quelques semaines, qu'est-ce que vous faites? Et les autres personnes, je ne les connaissais pas, on n'en avait vraiment pas discuté, mais en gros, on a tous dit, tu ne dépenses rien. Bon, au début, tu ne dépenses rien, tu fais ta liste d'idées, tu vas chercher sur Internet quelles pourraient être les personnes intéressées, tu valides les idées avec eux, tu testes avec eux, et une fois que... Mais tester une idée, ça ne veut pas juste dire la proposer et dire est-ce que vous seriez prêt à acheter ça, parce que ça, c'est facile de dire oui, et puis on n'achète pas derrière, d'accord? Voilà, donc de vraiment valider et tester l'idée auprès de ton petit groupe. Tu vends, ça marche, tant mieux, passe à l'étape d'après, et ainsi tu te fais boule de neige. Et là, tu peux commencer à investir dans ton stock, dans ton site, dans ton... Voilà, mais si ça ne marche pas, pourquoi? Et c'est qu'en partant des personnes concernées à qui tu veux vendre, parce que vous êtes 2 dans la transaction, tu n'es pas tout seul, que tu vas pouvoir valider, améliorer ou trouver une autre idée. Donc avant de dépenser de l'argent, et même des produits physiques, tu peux faire un prototype, tu peux faire des visuels, tu vois, des illustrations. Je crois que c'était, tu connais Dropbox? Oui. Donc Dropbox, ils avaient fait ça, je me souviens plus exactement des détails de l'anecdote, mais avant de monter quoi que ce soit, donc pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est en gros un service cloud qui te permet de sauvegarder, tu as un certain dossier dans ton ordinateur qui est sauvegardé en ligne. Avant d'installer quoi que ce soit sur des serveurs, ils avaient fait
une fausse capture d'écran, tu vois, qui montrait comment ça marchait, mais il n'y avait rien derrière, hein. C'était juste une illustration et c'est ça qu'ils ont testé. D'accord. Ils ont fait des ventes avec ça au départ? Ah bah c'est comme ça qu'ils ont démarré. C'est comme ça que ça a marché pour eux. Comme quoi, il faut pas grand-chose. Ouais. Tu vois, on va imaginer que tu es dans la déco et que tu veux, je sais pas, proposer par exemple une gamme de lin ou de, je sais pas, de coussins, tu vas pour des intérieurs et que tu veux, bah, tu dis oui, mais en même temps là, j'ai pas les fonds pour refaire, moi, 3 salons de mes clients. Tu dis, bah non, mais à partir d'une photo, tu peux leur faire une proposition. Et une fois qu'ils sont d'accord et qu'ils payent, là, tu vas aller... Après, moi, il y a des choses que j'ai testées, par exemple la prévente. Donc, comme tu dis, tu t'expliques le projet, où tu veux aller, etc. Éventuellement, tu poses quelques questions. Est-ce que cette idée-là, ça vous plairait ou est-ce que vous n'en avez pas besoin, etc. Et après, tu le dis, voilà, je vous le vends. Si j'atteins tel chiffre, ou tu n'es pas obligé de dire le chiffre, mais toi, tu te fixes un objectif. Et si j'atteins tel chiffre, je le développe. Si je ne le développe pas, je rembourse les clients. En fait. C'est exactement ça que je disais quand je te disais tester, c'est-à-dire c'est vraiment tester, pas juste poser des questions. Il faut poser des questions avant pour justement pouvoir écrire une proposition, tu vois, qui donne envie et préparer en tout cas la trame, tu vois, du produit. Mais derrière, tu peux vendre un produit, un service, une prestation avant de la faire. Les gens savent que s'ils achètent, c'est un tarif préférentiel parce que du coup, ce sera disponible dans 1 mois, par exemple. Et moi, bon, du coup, j'utilise ma mailing list pour faire ça, mais après, même si tu te lances et que tu n'as pas de mailing list, tu as des outils comme Kickstarter qui vont te permettre de faire la même chose, où tu vas lancer un projet et les gens vont pouvoir faire... Alors là, ils achètent le produit, mais il y a des... je sais pas si tu connais Kickstarter, l'idée c'est de mettre de mettre différentes gammes. Le produit de base, le produit premium, etc. Et les gens mettent l'argent. Et si tu atteins le volume, Kickstarter te reverse l'argent. Mais ça permet de toucher des gens que tu connais pas. Si tu n'as pas encore créé une mailing list ou quoi que ce soit, ça peut te permettre de toucher des gens. Il faut après le faire connaître quand même. Mais... Le risque, ça peut être justement que ça marche pas parce qu'il n'y a pas les bonnes personnes qui arrivent. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu sais pas en fait à qui tu le proposes quand tu le mets sur Kickstarter. Tu vois ce que je veux dire? Je pense après, il faut le diffuser autour des gens sur Facebook, etc. par rapport à des gens qui te semblent intéressés par le Donc, parce que ta question à la base, c'était qu'est-ce que pourrait faire vraiment un e-commerçant qui débute. Et c'est pas pour dire de ne pas utiliser Kickstarter parce que je pense que c'est vraiment génial, mais ça peut être un facteur qui induit en erreur où on se dit mince, j'ai essayé Kickstarter, ça n'a pas marché. Oui, mais en même temps, peut-être que c'était la bonne idée, peut-être que c'était le bon produit, mais que les bonnes personnes ne l'ont pas vu parce que tu sais pas vraiment qui l'a vu via Kickstarter. En revanche, si tu prends 3 semaines pour vraiment faire tes recherches sur Internet, les magazines, les forums, les comptes Twitter, Facebook, etc., et que tu trouves 15, 20 personnes, et tu te dis tout de suite, c'est vraiment la personne, tu vois, que j'aimerais accompagner sur le projet que j'ai en tête, que j'aimerais avoir comme client. Tu rentres en contact avec ces personnes-là. Si sur les 20, il n'y en a qu'une qui accroche avec ton idée, bon là, ok, c'est qu'il y avait sûrement un problème. Si tu vois, au contraire, tu commences à avoir la moitié, les 3/4 de ces 20 personnes-là, tu te dis, ok, dans ce cas, c'est bon, là, j'ai fait un bon nombre de ventes. Alors peut-être tu as touché moins de monde potentiellement avec Kickstarter, mais c'est plus parlant. Alors, je ne crois pas que tu l'abordes dans ton livre, hein, je ne me rappelle plus, parce que je l'ai lu avant l'été, donc ça fait déjà un petit moment. Moi, j'ai beaucoup de clients. Quand j'avais fait un sondage justement, j'avais dit qu'est-ce qui vous différencie, et j'avais un pourcentage astronomique de clients qui me disaient pour me différencier, moi j'essaye d'être le moins cher. Alors déjà, j'essaye d'être le moins cher, c'est à mon avis très mauvais dans la mesure où si tu essayes, c'est que tu n'es pas sûr de l'être. Et pour moi, c'est quand même une non-stratégie, parce que c'est en gros la facilité, du moins en termes de mise en place de stratégie. Par contre, après, pour l'appliquer, c'est extrêmement compliqué parce que, moi, je trouve que c'est une mauvaise idée d'utiliser la stratégie « je suis le moins cher ». Est-ce que tu as des clients qui sont venus vers toi avec ce genre de stratégie? Est-ce que tu as réussi à, entre guillemets, améliorer les choses? Est-ce qu'ils y arrivaient, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie? Justement, je ne parle pas de prix en tant que tel dans le livre, parce qu'en fait, le prix, c'est quand tu as une boutique en ligne, un site en ligne, un blog, quoi que ce soit, tu donnes plein d'indices à voir et c'est ça qui fait qu'on va s'attendre à un certain prix ou pas. D'accord? Si tu prends un produit quel qu'il soit, tu prends une table, tu peux trouver une table pour 15 €, une table pour 5 000 €.
Et tu vas savoir à peu près à combien t'attendre quand tu arrives sur un site. Pourquoi? Parce qu'il y a des indices. Donc, je ne parle pas du prix, parce que c'est souvent, comme tu dis, le sujet de facilité, alors que le prix découle de plein d'autres choses. Et ce qu'on est prêt à payer découle de plein d'autres choses, à savoir la com, puisque les indices qu'on donne à voir, c'est de la com, c'est du positionnement. Donc, il y a un chapitre sur le livre sur justement le personal branding et comment se positionner. J'ai pas de clients qui soient arrivés vers moi en essayant d'être les moins chers parce que je pense qu'ils avaient déjà compris via le blog, comme tu disais, que c'était pas une stratégie. C'est plutôt le contraire en général. J'amène quasiment, je pense, tous mes clients à monter leur prix. Parce que un prix, c'est autre chose que un coût de fabrication ou un temps passé à faire quelque chose. Donc bien sûr, il faut s'assurer qu'au moins ça couvre ça et qu'on dégage un profit, un bénéfice, mais le prix joue aussi sur l'expérience client. D'accord? Si tu achètes le même, je sais pas, le même ordinateur, la même robe à 15 euros ou à 500 euros, tu vas pas avoir la même expérience parce que tu vas pas l'utiliser de la même manière. Donc au contraire, on peut se différencier avec des prix plus élevés, tu vois, et de meilleure qualité et du coup une meilleure expérience client. Et c'est plutôt vers ça que je vais et que j'amène mes clients à aller parce que baisser ses prix, ça, comme tu dis, on peut jamais savoir si on est le moins cher. Et j'ai pas envie d'être le moins cher. J'ai pas envie que mes clients soient le moins cher. Et j'ai pas envie pour eux, je veux dire non plus qu'ils soient les moins chers. Et j'ai envie de même demander à tes clients, est-ce que vous avez vraiment envie d'être les moins chers? On pourrait faire une vidéo complète dessus parce qu'il y a un nombre de désavantages astronomiques à être le moins cher. Aussi bien parce que augmenter ses prix, c'est aussi un moyen quelque part de filtrer les clients en n'ayant que ceux qui veulent vraiment notre produit, fait par nous, etc. Et ça n'a pas de prix d'avoir les bons clients, justement. Et voilà, enfin, il y a vraiment plein de trucs. Et oui, comme tu dis, l'idée c'est d'amener les gens à, une fois qu'ils arrivent sur le produit, le prix les choque pas et que ce soit logique, que la démarche soit logique jusqu'au bout, qu'ils sachent qui on est, etc. Et qu'ils savent que quand ils arrivent sur le produit, ils disent bon bah ok c'est ce prix-là, mais c'est normal que ce soit ce prix-là en fait. Que ce soit pas un élément bloquant une fois arrivé là. Que ce soit pas une surprise et en plus des fois on dit ah mais les gens vont, par exemple on dit ah mais les gens vont jamais payer 150 euros pour ça. Dire la personne tu penses qu'elle va pas payer 150 pour ça, 150 euros pour ça, mais à côté elle a payé son iPad 800 euros, donc c'est une question de priorité. Apple a su vraiment lui donner envie d'acheter, pas toi. Et c'est pas pour dire de fixer des tarifs, si tu veux, qui veulent rien dire. Mais s'il y a un certain produit, un certain service qui doit être un certain type de tarif pour que toi tu te rémunères bien, pour que lui il ait une bonne expérience, ce sera pas un achat impulsif. Mais j'aime pas les achats impulsifs. Dans les deux cas, je préfère au contraire, tu vois, que ce soit pour mes clients ou les tiens et ou les clients de nos clients, en fait, qui passent leurs achats en connaissance de cause et que ce soit un vrai choix. Et c'est ça l'économie du et, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. De dire je prends pas ça parce que c'est moins cher, je prends pas ça parce que c'est plus facile, je préfère attendre, tu vois, 2 mois de plus ou budgéter ça, on va voir comment est-ce qu'on peut faire, tu vois, des paiements échelonnés, etc. Ou une autre manière de paiement, ça m'est arrivé, tu vois, des fois on me dit, écoute, je peux pas forcément payer ça maintenant, mais est-ce qu'on peut faire étalion, est-ce qu'on peut te rémunérer avec un pourcentage, tu vois, mais vraiment de dire mais je sais que c'est ça que je veux, c'est avec toi que je veux bosser. Et tu vois là ça amène un autre type de relation commerciale. Tu es vraiment content, tu vois, de bosser ou de. Ouais, les gens achètent et ils savent pourquoi ils achètent et tu sais pourquoi tu leur vends. Donc oui, comme tu disais, revenir sur l'économie du. Ok. Alors une autre, pareil. C'est amusant parce que justement en fait en lisant ton livre j'ai repensé au sondage que j'avais fait quelques mois avant. Dedans j'avais une question, est-ce que vous pensez qu'un blog peut vous aider à développer votre e-commerce? Est-ce que ça vous intéressera en fait d'avoir des informations dessus? Et j'étais assez étonné que les gens en fait ne soient pas plus partisans que ça d'avoir un blog sur une boutique e-commerce. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à un e-commerçant en fait? En fait j'essaie vraiment de chercher une idée sur pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas avoir un blog. Mais évidemment, tu as un blog, j'ai un blog, donc ça nous paraît évident. Voilà, non, mais c'est-à-dire que je pense que... Alors, une réponse à ta question, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils pourraient dire. Voilà, non, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire, mais bon, quand on sait ce que ça peut apporter, quand on sait comment ça marche... Par exemple, moi, je pourrais te dire, je pense que tu peux ne pas utiliser les réseaux sociaux. Voilà. En fait, tu peux même ne pas utiliser un blog. C'est pas... La seule chose qui est indispensable, c'est le mail.
D'accord. Or, la meilleure manière de développer sa liste d'abonnés, de nourrir sa conversation par mail, c'est d'avoir un blog. Quand tu as un blog, tout le reste est plus simple. C'est vraiment le super pouvoir du mail. Donc, les réseaux sociaux, tous les outils, etc. C'est pas pour dire de ne pas les utiliser, mais je veux dire, ça peut vraiment être optionnel ou des super cerises sur le gâteau, on va dire. Mais à partir du moment où tu veux vendre mieux, tu vas avoir besoin du mail et de bien communiquer par mail. Et quand tu as un blog, c'est beaucoup plus facile parce que le mail, c'est sous la surface et le blog, ça se voit. Et c'est quand on disait que justement maintenant, avec Internet, il y a des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Regarde-toi comme moi, on discute là et on a discuté assez facilement, tu vois, on a chatté avant et tout. Pourquoi? Parce qu'on avait des blogs respectifs. Donc une fois que tu lis 2-3 articles, tu vois, du blog de la personne, tu sais en gros qui t'as en face. Et c'est pareil pour les collègues potentiels, pour les partenaires potentiels, pour les clients potentiels. Ça, c'est un facilitateur de schmilblick, quoi. Il est en ligne pour toi, il parle pour toi, et t'as pas besoin de faire des mails, des explications, tu vas de 3 km pour rencontrer de nouvelles personnes, après pour vendre tes produits, etc. Alors moi, c'est comme ça que je l'utilise, et c'est comme ça, c'est les blogs que je préfère, c'est ceux qui sont comme ça. C'est un peu comme le tien. En fait, c'est un mix entre, j'ai envie de dire, le mauvais blog de l'entreprise qui utilise son blog pour faire quelque chose de totalement impersonnel, mais très corporate, etc. Et c'est un mix entre le blog journal intime, en fait. Ça, si tu parles de l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Non, justement, en fait, si tu mixes les deux, tu prends les bons côtés du journal intime, on va dire, où bah, tu te mets un peu en avant et tu te dévoiles un petit peu, sans aller dans qu'est-ce que j'ai mangé hier, etc. Quoique ça peut dépendre de ton lectorat, hein, mais si on va dire, nous, on est un peu plus sur tout ce qui est marketing, web, etc. Et parler de choses professionnelles, en fait, il y a un moment où tu vas... moi, j'utilise le blog comme ça, où c'est quand même ta voix qui va te donner des infos, etc. Et moi, j'ai constaté quelque chose, par exemple, par rapport à mes modules que je vends, c'est que je vends mes modules à la fois sur donc le store de PrestaShop et ma boutique à moi, et la plupart des gens qui viennent sur ma boutique viennent depuis mon blog, et j'ai un SAV qui est 10 fois moindre avec les gens qui viennent depuis mon blog que les gens qui viennent depuis Est-ce qu'il y a déjà eu une relation avant? Il y a déjà, ils sont plus éduqués, parce que je leur ai donné des infos, etc. Et en plus, le SAV que j'ai est beaucoup plus sympa. En fait. Voilà, cordial, sympa, ils te connaissent. Déjà, les gens me tutoient, ils utilisent mon prénom, et voilà, ils sont pas dans le côté vous m'avez arnaqué, votre module il marche pas ou quoi que ce soit, même s'ils peuvent en effet avoir un problème avec le module pour une raison X ou Y. Mais le blog déjà a désamorcé plein de problèmes. Et ça change la relation commerciale. C'est pour ça que je disais, mais qui, c'est pour dire ça prend du temps, je dis, mais qui a le temps de ne pas le faire? Parce que oui, ça prend du temps, mais comme ça te simplifie vraiment la vie derrière. Et toi, par rapport à ce que tu disais, même si j'ai en gros la même conclusion, c'est l'approche inverse quand tu disais c'est un mix, tu veux, de journal de bord ou par rapport à l'approche corporate de l'entreprise. Moi, ce que j'invite à faire, comment dire, pour voir le blog, c'est plutôt de prendre les choses dans le sens inverse, c'est-à-dire de dire je ne vais pas parler de mes produits, je ne vais pas parler de moi, et ils vont venir dans la conversation, d'accord, c'est un blog business, mais je vais parler à mes clients d'eux, c'est eux le sujet du blog, c'est où ils en sont, et moi, bien sûr, stratégiquement, où j'ai besoin qu'ils en soient pour pouvoir commencer à travailler avec moi. Du coup, le blog va les intéresser. Le blog de tes clients va intéresser leurs clients parce que ils y viennent pour eux, pour trouver des informations pour eux, parce que ça va les inspirer, ça va les faire rire, ça va les faire progresser par rapport, tu vois, à ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, ce qu'ils ont envie d'acheter, ce qu'ils ont envie de concrétiser, etc. Et ça devient personnel parce que tu vas expliquer ça avec ton style, avec ta manière, tu vas mettre des anecdotes qui viennent de ton vécu, de ton parcours, tu vois, de ton expérience, ce qui fait que c'est ton blog, et il impacte tes ventes, mais il tourne autour de ce qui se passe pour tes clients. Oui, c'est ce que je fais aussi, mais voilà, après avec une note personnelle, moi je pars souvent d'une problématique d'un client, j'essaie de la résoudre, ce qui peut amener d'autres problématiques que j'essaie de résoudre, et ainsi de suite. Et en fait, comment je vends mes produits avec mon blog, c'est qu'à un moment, il y a une problématique, on peut la résoudre d'une façon, mais mon blog un de mes modules permet de la résoudre plus facilement. Libre au lecteur après d'aller acheter le produit ou pas, en fait. Mais c'est un peu comme tu dis, partir du client, soit d'un problème, soit d'autre chose, hein, mais partir du client. Mais après, utiliser le blog un peu comme un journal intime, mais pas vraiment.
que ce soit vraiment ta voix qui parle. C'est ça, c'est toi qui parle. Et là où c'est intéressant, bon, comme mon truc c'est la stratégie de contenu, c'est que tu dis tu peux partir d'un problème d'un client. Tout le monde peut partir de problèmes des clients parce que tous les clients ont des problèmes, on a tous des problèmes, c'est normal. Et effectivement, ça fait déjà une première catégorie de contenu qui a de la valeur, qui est intéressante pour la personne qui lit, mais on a tous des problèmes, on ne sait pas qu'on a. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, on sait qu'on les a, on en est déjà conscient, et on les a bien identifiés, on est déjà particulièrement avancé, mais il y a aussi, avant ça, il y a pas mal d'étapes sur lesquelles on peut faire progresser. Ça, c'est une des dernières étapes. Avant ça, il y a pas mal d'étapes sur lesquelles on peut faire progresser ses clients avec son blog pour qu'ils deviennent des clients potentiels. Bon, je ne vais pas trop geeker sur la stratégie de contenu, mais il y a un chapitre. Ah oui, non, mais je vois bien, parce que ça fait écho sur des articles où tu sais qu'il y a la problématique qui existe, mais qui ne fonctionne pas, parce que finalement, les gens n'ont pas l'idée d'aller chercher cette solution, en fait. Et en fait, tu fais fonctionner des articles via d'autres en les amenant, comme tu dis, étape par étape. Et à un moment, ils sont suffisamment, moi j'utilise le mot éduqué, hein, même si ça paraît un peu négatif comme mot, mais ils sont suffisamment éduqués pour comprendre qu'ils ont aussi ce problème. On peut dire avancer. Voilà, suffisamment avancé par rapport à ce problème-là pour savoir quel est vraiment leur problème et quel est vraiment et de quoi ils ont vraiment besoin. Parce que quand on commence au début, on peut être un client potentiel, mais on n'a pas encore suffisamment bien cerné pour acheter dans les bonnes conditions. C'est comme ça qu'on peut faire des mauvais achats, on pensait que c'était ça, mais c'était pas ça. Et quels que soient les domaines, hein, que ce soit dans le développement personnel, dans la technologie, quoi que ce soit, à la base, tu sens qu'il y a un truc qui marche pas, mais tu n'évolues pas tout de suite forcément vers ce dont tu as besoin. Ok. Et alors un autre truc qui moi me rend un peu fou sur les boutiques en ligne, c'est les fiches produits qui sont souvent dramatiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes toi dans tes formations? J'ai une formation justement sur les pages de vente et les descriptifs produits efficaces, sachant que ce que je dis toujours, c'est pas la page de vente ou le descriptif produit qui va résoudre par exemple une boutique qui ne marche pas. D'accord. En revanche, quand il y a déjà une bonne com, je veux dire, c'est là où la magie opère, c'est à la fin, c'est là qu'on passe à l'achat. Donc une mauvaise fiche produit, une mauvaise page de vente, ça peut soit casser tes ventes, soit vraiment juste en bossant là-dessus, tu vas les multiplier par 2 ou 3. Et le problème, c'est que déjà c'est le terme fiche produit. Je sais que c'est le terme générique, mais fiche produit, c'est comme quand on dit économie produit, ça veut dire que ça tourne autour du produit. Or, Internet, une tape pour deux, c'est une conversation, d'accord, le contenu qu'on met en ligne. Donc si ça ne tourne pas autour de moi, client, j'en ai rien à cirer, et même si ça m'intéresse parce que j'ai vraiment besoin de ce que tu es en train de vendre, je ne vais pas comprendre ce que tu me dis. Et tu vois, j'ai vraiment un exemple en tête, et c'est comme ça pour tout, mais la technologie, ça parle bien, tu vois, je te disais tout à l'heure, je suis en train de changer d'hébergeur, je suis allée voir plein d'hébergeurs différents, et ils ont des fiches produits en fait pour leur type d'hébergement et je comprends rien, c'est-à-dire j'ai beau essayer moi de les comparer et à la fin je comprends pas quelle est celle qui correspond à mon besoin, donc je chatte avec leur live chat et ils me parlent en termes de CPU et de giga je sais pas quoi et j'ai envie de leur dire, mais allez voir Steve Jobs, quoi, parce que malheureusement, il est plus de ce monde, mais tu vois, lui, il te disait pas, ah ben mon iPod, il a telle vitesse et tel processeur et tout, il te dit 1000 chansons dans ta poche. C'est exactement ce que j'étais en train de penser, parce que ton problème de serveur, tu as envie qu'on te dise, bah, par jour, vous pouvez accueillir tant de personnes. Voilà, et s'il se passe ça, bon, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a enfin expliqué ça, parce que j'étais bien en train de s'occuper de la migration de mon site, et d'ailleurs, quand on parlait du prix bas, déjà, à la base, je ne voulais pas aller vers le plus bas prix. Parce que je voulais un bon service et j'ai même pris quelque chose de beaucoup plus cher que ce que je pensais à la base parce que j'ai pris un super service premium où c'est elle qui, du coup, fait tout, qui me met toutes les mises à jour, tu vois, etc. Comme quoi, quand la com est bien faite et que tu vois, tu as une bonne relation avec la personne, tu es prêt tout de suite à dépenser plus. Ça, c'était la parenthèse. Maintenant, le problème, justement, de la fiche produit, c'est quand elle tourne autour du produit et pas autour du client. Les caractéristiques du produit, c'est généralement on ne les comprend pas forcément, donc il faut savoir les traduire aussi en résultat client, et ça c'est ce que j'explique comment faire, mais la partie qui concerne vraiment le produit, ça va être la dernière partie de la fiche produit. Quand tu as convaincu la personne d'en savoir plus sur le produit. Ouais, tu lui as donné envie, c'est-à-dire ce que je conseille d'ailleurs à tes clients, c'est qu'ils doivent reprendre déjà leur fiche produit, et dire dans la première partie, imaginez bien que c'est une vraie personne qui est en train de lire et que si tu veux qu'elle continue à descendre et à lire et à aller vers ton bouton d'achat, il faut qu'elle hoche mentalement la tête. Donc on hoche mentalement la tête
en lisant quelque chose qui fait écho à ce qui est en train de se passer, tu vois, entre nos deux oreilles. Donc, commence par décrire comment ça se passe pour ton client, pourquoi il est arrivé là, comment ça se passe, qu'est-ce qui lui pose problème, qu'est-ce qui lui fait envie. Et à partir de là, qu'est-ce que tu lui fais comme promesse? Qu'est-ce qui va changer grâce à ton produit pour lui? Qu'est-ce qui va changer pour lui? Et à partir de là, tu peux dire comment tu t'y prends, que ce soit avec tes séances de coaching, avec tes formations, avec tes produits. Et en tout dernier, même quand tu parles de caractéristiques techniques, traduis-le en résultat client. Si c'est un sac qui est en... Il y a une marque, je ne sais pas si tu connais Lululemon, lululemon.com, je crois qu'ils ont maintenant un site en français avec des fiches produits, par exemple. Ils vendent en fait des accessoires, des habits et des accessoires pour le sport urbain, le yoga, les choses comme ça. Donc leurs clients sont des personnes qui partent du boulot pour aller au sport et après qui vont voir leurs amis. D'accord? Donc, faut que ce soit assez classe. Par exemple, si tu as un sac, tu vois, ça va pas être le gros sac de sport que tu vas poser, tu vois, tout pourri dans le bureau. Puis après, si tu vas au théâtre, tu vois, t'as pas envie que ça sente mauvais. Si tu vois, on te demande ton numéro de téléphone, tu peux pas mettre la main dans la poche où il y a, tu vois, les trucs mouillés. Et ils expliquent vraiment ça. C'est-à-dire, on te dit, voilà, le sac, c'est marqué sac en telle matière. Entre parenthèses, il n'y a pas d'odeur qui sort. Le fond est... je peux par exemple, il y a telle structure dans le fond. Entre parenthèses, le sac ne se renverse pas quand vous êtes au café. Il y a telle poche. À chaque fois, ils traduisent en résultat client et tu vois qu'ils ont vraiment échangé avec leurs clients pour savoir qu'est-ce qui les dérangeait et qu'ils ont adapté le sac en fonction et ils expliquent ça dans leur fiche produit. Vraiment de la graine. Ouais, mais on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe pour votre client aujourd'hui? À la base, pourquoi il est arrivé là? Parce que c'est ça qui se pose à la base des questions qui l'ont amené là. Donc, et répondez à ce qui se passe dans sa tête quand il arrive. Montrez-lui ce qui est possible et après seulement dites comment vous allez faire pour l'aider. Et à la fin de la fiche produit, on peut se consacrer au produit en langage client toujours. Ok. Il ne me reste que 2 petites questions. Donc tu parles évidemment, tu disais tout à l'heure, l'email, c'est une arme très puissante pour vendre. Je trouve que c'est un petit peu la même façon. L'email est très très mal utilisé par les e-commerçants et très mal automatisé aussi, je dirais. Que tu as des conseils ou des choses à pas faire, des choses à faire avec l'email que les e-commerçants pourraient appliquer. Alors déjà, c'est vraiment... Ça résume très bien l'email, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre le web 2.0, pourquoi ça marche pas et pourquoi ça change maintenant, c'est parce que il y a une habitude horrible qui est restée du web 2.0, c'est la newsletter, d'accord. On dit je vais envoyer une newsletter et les newsletters, c'est pas toi, tu me dis newsletter, je pense tout de suite, genre la Redoute les 3 Suisses, j'ai acheté un truc il y a 3 ans et je reçois toujours des mails promotionnels, tu vois, toutes les semaines avec des réductions et j'en ai rien à cirer. Donc c'est vraiment voilà, la communication de masse, le truc complètement impersonnel et qui tourne autour du produit. Alors que on peut tout à fait utiliser le même outil autrement. Donc déjà ça va commencer par changer de vocabulaire mental. On n'envoie pas une newsletter, on envoie un mail. À partir du moment où on envoie un mail, on l'envoie à quelqu'un. Donc qui est cette personne-là, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui va l'intéresser et on ne parle pas pour l'instant de vendre quoi que ce soit. Ce sera ok de recevoir des mails de vente, mais 1 fois sur 5, je veux dire pas 5 fois sur 5, d'où l'intérêt de travailler sa stratégie de contenu, puisque après ça permet de vendre plus facilement, puisqu'on n'est pas tout le temps en train de parler de acheter, mais qu'on développe, on prend le temps de développer tu vois, une conversation, une relation avec cette personne-là. Et donc vraiment, c'est dans le Clue Train Manifesto, c'est dans ce livre-là d'ailleurs qui parle d'Internet, qui est une étape pour 2, ils disent quand on n'est pas occupé avec votre site commercial, on est juste des gens. On est juste des gens. Donc envoyez des mails à des gens, pas une newsletter à un marché. Parce que c'est hyper impersonnel et ça intéresse personne. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver. J'ai vu des gens comme ça avec 10 000, 15 000 adresses où tu as 0 réactivité, quoi. Oui, parce que toi, tu envoies un mail à peut-être 15 000 personnes, mais la personne elle reçoit un mail d'une personne. C'est ça. Donc au final, pour elle, c'est un échange de, comme tu dis, une table pour 2. Ils sont en train de discuter en direct. Et
si elle sent tout de suite que le mail a été envoyé à 15 000 personnes, on n'a pas envie de parler à 15 000 personnes. Non, et puis c'est surtout, tu vois, ce que j'explique dans le livre, et en plus ça paraît hyper évident, mais on est quand même vraiment encore influencé par, tu vois, la communication de masse, c'est que toi, de ton côté, en tant qu'entrepreneur, en tant que commerçant, ok, on va dire, tu as 500, tu as 5000 abonnés sur ta mailing list. D'accord. Mais eux, ils sont pas tous ensemble. Quand tu envoies un mail à 500 personnes, c'est pas 500 personnes, c'est pas comme quand tu prends un micro devant un stade ou une salle et là tu peux leur parler à la rigueur au pluriel. Mais là, ils sont chacun séparés, il n'y a pas un troupeau de l'autre côté de l'écran. Donc si on a l'impression que tu parles à une salle ou que tu parles à un troupeau, le mail il parle pas tout de suite. Donc moi ce que je conseille de faire, et vraiment je sais que ça, on peut avoir l'air... on peut se sentir un peu ballot, tu vois, quand on commence de faire ça, mais c'est vraiment, tu mets une chaise de l'autre côté de ta table quand tu écris, tu mets un post-it dessus avec le nom de tes 2-3, tu vois, clients ou lecteurs préférés. Et d'ailleurs, c'est ce que Amazon fait. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la technique de la chaise vide chez Amazon. J'ai entendu parler, mais je me souviens plus exactement. Ça fait un... C'est ça en fait, c'est qu'ils ont, quand ils font une réunion, tu vois, importante, ils savent que bon, la personne la plus importante dans la pièce, c'est le client, et donc tu as une chaise pour le client. C'est la chaise vide parce que il n'est pas là à ce moment-là, mais ils ont quand même suffisamment d'informations sur le client, on sait comment marche Amazon, mais il y a la chaise vide du client, et je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est quelque chose que je fais moi-même. Hein. Tu vois, quand je suis en train d'écrire quelque chose, dire au fait à qui je suis en train, tu vas d'écrire pour pas se perdre dans ses idées et pour vraiment écrire de manière personnelle, on a besoin d'une interaction à deux. Donc, mettre un post-it, soit sur le mur, soit sur la chaise qui est en face, avec le nom de la ou des 3 personnes. Et là, on imagine qu'on leur parle, si tu veux, chacune leur tour. C'est quelque chose que je fais pas depuis très longtemps. Dans mes mails, en fait, bêtement, c'est pour ça qu'on a beau lire plein de choses, etc. Mes articles de blog, j'essaie de les faire de façon assez personnelle, etc. Et mes mails, j'avais tendance à faire quelque chose de... pas m'adresser à la masse, mais pas quelque chose de naturel pour moi, en fait. Et puis, je ne sais plus si c'est en lisant ton... Non, c'est pas en lisant ton livre, mais j'ai dû le voir dans ton livre aussi. Mais je me suis dit, je me prends la tête, en fait. Pourquoi je suis pas en train de me dire, je suis en train d'écrire un mail à un copain, enfin du moins un copain, une personne que je connais, et voilà, et ouais. Rien qu'une chose, bon alors déjà en taux d'ouverture, etc., bon ça n'a pas forcément eu un impact énorme, mais en taux d'ouverture non, en taux de clic j'ai pas vérifié vraiment, mais du moins en termes de facilité de rédaction, ça va 10 fois plus vite. Tu rédiges ton mail, tu vérifies les fautes d'orthographe, et c'est parti, il n'y a pas à se poser 10 000 questions, est-ce que c'est tourneur de phrase, machin, etc. Après on peut y passer du temps, mais comme on peut passer du temps sur plein d'autres choses, donc il y a un moment, si on a gagné du temps ici et que ça fonctionne au moins comme avant, bah c'est tout bénef. Tu pourras mesurer aussi sur le long terme, parce que par exemple, quelqu'un qui est sur ta liste, tu vois, depuis plusieurs mois, c'est pas forcément un mail qui va, tu vois, ou 2-3 mails qui vont complètement changer, mais il y a cette facilité-là, il y a aussi le fait que du coup, il t'a plus cette un peu appréhension de se dire je suis dans la position, tu vas du vendeur ou quoi, parce que tu dis je suis juste quelqu'un et l'autre c'est quelqu'un en face. Et après, il y a certains mails qui sont plus difficiles à écrire que d'autres. Donc c'est pas pour dire parce qu'on écrit à quelqu'un, on va écrire des mails de vente les doigts dans le nez. Des fois écrire un bon mail qui justement soit bien tourné, ça peut prendre 3 heures, mais ce sera pas tous les mails, tu vois. Ce sera des fois, voilà, il y a des mails qui sont plus qui ont plus d'importance que d'autres et qui font pas. Si tu vas d'une certaine stratégie ou si tu veux vraiment que le mail soit percutant, comme on disait tout à l'heure, il faut que tu ailles chercher dans les formulations de tes clients pour que ça leur parle à eux. Donc c'est pas pour dire allez-y c'est facile, voilà, c'est pas difficile, ça peut prendre du temps et en tout cas c'est beaucoup plus... il y a des moments ça ira plus rapidement, mais c'est beaucoup plus épanouissant et c'est beaucoup plus efficace. Puis, de toute façon, ça évite de se mettre un masque et on reste soi-même et c'est beaucoup plus simple, je trouve, de travailler comme ça. Moi, je rédige un article de blog ou je rédige un mail, je sais pas faire des tournures de phrases de dingue, c'est pas mon truc, quoi. Je rédige comme je suis et ton cerveau travaille pour des choses plus intelligentes derrière, je trouve. Tu passes pas trop de temps à user ton énergie, qui est quand même quelque chose qui est pas infini sur une journée. Tu utilises ton énergie pour des choses qui sont plus intéressantes qu'une tournure de phrase, etc. Après, comme tu dis, en effet, sur certains mails importants,
Tu peux pas faire un mail de vente si tu fais le lancement ou le pré-lancement d'un produit, tu peux pas y passer 5 minutes et faire hop, voilà, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse de l'acheter? Mais voilà, on rédige souvent des mails, comme on essaie de tenir chaud notre mailing list. Voilà, mais là, c'est pas utile d'essayer de se faire passer par ce qu'on n'est pas, quoi. Surtout pas. Il y a d'ailleurs cet a priori que sûrement tes clients, quand on dit envoyer une newsletter, on se dit moi les newsletters, en gros ça me gonfle. Et c'est vrai, c'est pour ça que je disais personne n'a envie de recevoir des newsletters, donc arrêtez d'envoyer des newsletters, je veux dire, envoyer des mails. Et il y a quelque chose que je remarque vraiment chez mes clients, et la dernière, c'était elle m'a contacté, c'était juste avant qu'on parte en vacances, là, cet été. Elle disait en fait, il y a cette idée, on se dit les gens, ça les embête, c'est de recevoir des mails, mais quand tu t'y prends comme ça les embête pas du tout. Au contraire, et je vois ça sur mes clients qui sont ravis, tu vas de découvrir qu'en fait, les gens sont ravis de recevoir leurs mails, ils leur répondent, il y en a plein, c'est tellement bien écrit, personnel, je veux dire, je parle pas de bien écrit grammaticalement, mais c'est tellement fluide que il y a plein de gens, et ça je l'ai remarqué aussi, ils ont l'impression que tu écris qu'à eux. Donc ils te répondent, tu leur demandes, au fait, voilà, je suis en train de tester votre produit, ou qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Ils te répondent. Tu vois, tu cours plus après. Et c'est vraiment un super retour d'ascenseur. Du coup, pour toi, c'est plus facile de communiquer avec eux, et eux sont vraiment contents, parce qu'il faut quand même se rappeler à la base que si on fait tout ça, c'est pour rendre service à des gens qui ont besoin de quelque chose. C'est pas pour... enfin, eux sont pas là pour acheter... tu vois, quelque chose qui va être à la poubelle le lendemain, et nous c'est pareil de notre côté. On est quand même vraiment là pour les aider. À partir du moment où le courant passe, c'est beaucoup plus épanouissant des deux côtés, quoi. Moi je le souhaite à plein d'entrepreneurs, mais je suis allé à un événement autour de PrestaShop cette année, et j'avais envoyé un petit mail disant voilà, moi je vais à l'événement, machin. Alors il y a ma photo sur mon blog et tout, j'aurais dit bah écoutez, moi je peux pas savoir à quoi vous ressemblez, etc. Mais n'hésitez pas à me taper sur l'épaule si vous allez à l'événement. Voilà. Et j'ai dû voir une dizaine de lecteurs qui sont venus me voir, et certains qui m'ont dit qu'ils adoraient ma newsletter et mon blog, et d'autres qui m'ont dit j'avais pas l'intention de venir, mais sachant que vous veniez, je suis venu pour vous voir. Quoi. Et malheureusement j'ai pas eu le temps de discuter avec tout le monde, parce que voilà, j'ai discuté avec plein de gens en même temps, autres que des lecteurs. Mais il y a des gens qui m'ont tapé sur l'épaule. C'était drôle parce que j'avais mis ça dans le mail, et il y en a certains qui sont venus me taper sur l'épaule, donc au début ça surprend. Et après je me suis dit fallait pas le mettre si tu voulais pas qu'on te tape sur l'épaule. Mais du coup voilà, je suis rentré, j'ai été vanné parce que c'était une très grosse journée, mais ravi parce que c'est un super truc, quoi. Et ça vaut toutes les commandes à autant d'euros que tu veux, parce que c'est quelque part c'est une autre forme de salaire en fait, par rapport à ton travail que tu fais. Quoi. Et puis en plus c'est un vrai soulagement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment vendre et échanger en ligne avec ses clients en étant vraiment soi, quoi. Et c'est ça aussi qui est tu vois, le message quand on dit Internet est une table pour deux, c'est-à-dire que Internet est une table pour deux, donc il y a la connaissance de ton client qui est de l'autre côté de la table, mais il y a aussi une vraie connaissance de toi, puisque tu vas faire passer ça dans ton message. Et on a un peu oublié ce que ça veut dire, tu vois, être vraiment soi, parce qu'on a cette idée de que, tu vois, quand tu es en entreprise ou quand tu es au travail, à certains côtés de ta personnalité, que c'est pas possible, tu vois, c'est pas très... Et nous, c'est l'avantage quand on est commerçant, quand on est entrepreneur en ligne, c'est qu'en fait, c'est OK. Tu peux vraiment être qui tu es, bien sûr en version pro, tu vois, on a tous des hauts et des bas, c'est pas un journal de bord, quoi. Blog, mais tu peux vraiment être qui tu es, et du coup développer avec tes relations commerciales, tes partenariats, etc., avec des personnes avec qui tu t'entends vraiment, je veux dire, avec qui tu as vraiment des atomes crochus. Moi, il y a des clients que j'ai rencontrés comme ça, parce qu'à la base, on s'était juste, tu vois, il y avait des atomes crochus en ligne, et du coup, ils ont fini par bosser avec moi après. Et inversement, il y a des personnes qui sont venues bosser avec moi, puis en fait, après, on va boire des coups, tu vois, parce qu'on s'entend vraiment bien, en fait, quoi. Donc, Internet est une table pour deux. En fait, Internet, ça permet de se relier plus facilement, mais justement, il faut l'utiliser comme ça, parce que ça peut permettre aussi de s'éloigner de plus en plus avec les gens, parce que quelque part, c'est un moyen de communiquer avec les gens, mais c'est aussi une barrière à un moment si on va jamais plus loin que ça. C'est le problème du web 2.0, c'est-à-dire que quand tu utilises le web qu'au niveau technologique et pour diffuser, alors que quand tu commences à l'utiliser pour, tu vas vraiment écouter de personne à personne, tu vois, c'est-à-dire vraiment aller prendre des gens, aller prendre des individus, pas les voir comme un tout, et
allez vraiment, c'est-à-dire, c'est Marcella Delafaye qui a écrit, mais passionnez-vous pour vos clients, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que maintenant, tu peux avoir accès à plein d'informations, à plein de personnes en ligne et tu peux te passionner pour eux, aller vraiment comprendre qui ils sont, ce dont ils ont besoin, qu'est-ce que tu peux faire pour eux de chez toi et, tu vois, gratuitement, quasi. Écoute, j'ai une dernière question, même si on y a globalement répondu, mais est-ce que d'après toi un e-commerçant a besoin de lire ton livre et qu'est-ce qu'il peut lui apporter? En fait, je crois que c'est des personnes qui ont lu le livre et qui ont vraiment bien résumé ça. Donc il y a Corinne Joly qui est assistante pour entrepreneurs et elle m'a dit c'est vraiment le livre à lire pour comprendre quel est le grand changement qui arrive dans la relation commerciale, si on fait partie de la suite parce que les choses changent. Donc je dis merci à Corinne parce qu'elle a vraiment résumé ce que je voulais dire. Et il y a Damien Fauché aussi qui a bien résumé. Lui, il est formateur aussi marketing, il accompagne des personnes dans leur liberté professionnelle. C'est un nomade digital et il accompagne d'autres personnes à faire ce type de choix aussi. Et il a dit que, justement, au-delà en fait, de comprendre si tu veux ce qu'est le changement dans la relation commerciale, c'est aussi un livre qui est très pragmatique, tu vois, avec plein de pistes concrètes qu'il a trouvées pour améliorer sa com et développer son activité parce qu'on n'est pas juste dans la théorie, ça c'est il y a vraiment peut-être, on va dire le tout premier tiers du livre, tu vois, où on explique ce changement parce qu'il faut le comprendre, mais tout le reste c'est vraiment concrètement comment on fait au niveau de son blog, au niveau de sa com par mail, au niveau des entretiens avec les clients, comment choisir les bonnes personnes, quelles questions je leur pose, quelles erreurs faut que j'évite, qu'est-ce que je fais avec tout ça. Donc c'est à la fois comprendre ce qui est en train de se passer, parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas prendre le train en marche et ensuite passer à l'action. Ok. Donc globalement les e-commerçants ont besoin de lire ton livre. Tout à fait. Et d'ailleurs, est-ce que, alors je crois que là au moment où on fait la vidéo, on peut encore le récupérer, tu l'as proposé je crois gratuitement sur ton blog, c'est ça? Voilà, là je suis en train de préparer la version Kindle, D'accord. parce qu'il y a une première version en PDF, et là je suis en train de préparer la version Kindle. Et on pourra mettre le lien, peut-être elle sera disponible en septembre gratuitement pendant quelques jours sur Amazon. Donc on peut suivre le lien, on peut s'y rendre. Si on laisse son mail, je préviens au moment où c'est disponible gratuitement parce que je crois que c'est limité à 5 jours sur Amazon. Donc si on ne veut pas limiter, si on veut pas louper cette fenêtre-là, qu'on suive le lien que tu veux bien mettre. Bien sûr, tu me fileras toutes les infos et puis je m'occuperai de ça. Ça marche. Merci. Écoute, je t'en remercie. Merci Selma pour cette interview. Je pense qu'on a donné plein d'infos pour les e-commerçants et donné envie de lire ton livre qui est vraiment intéressant. Je t'en remercie. Et puis je pense qu'on sera certainement amené à refaire une vidéo un de ces quatre parce que je pense que tu as beaucoup de choses à partager qui pourraient intéresser mes lecteurs. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup Olivier. Au revoir. À bientôt.